Dans le ministre des Transports et des Infrastructures, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais vous remercier d'avoir pris sur votre temps et sacrifié votre matinée pour venir soutenir votre collègue. Je viens d'une cérémonie à Kati où la moitié du gouvernement est allé soutenir son collègue de la Défense. Je crois que c'est une preuve de la solidité entre les membres du gouvernement et de leur solidarité. Je voudrais donc vous remercier d'avoir sacrifié vos activités départementales pour venir soutenir votre collègue. Honorables membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les anciens ministres chargés des routes, j'ai été ravi de cette partie du discours de Madame où elle a invité les anciens ministres qui doivent se sentir honorés par ce rappel de la nation. Vous savez, chez nous, quand un ministre quitte sa fonction, on l'oublie complètement. Alors que personne ne commence à zéro, même si c'est pour constater que grand-chose n'a pas été fait. Le peu qui a été fait été fait par quelqu'un. Et l'histoire d'une nation, ce n'est pas une génération d'hommes politiques, de ministres. C'est plusieurs dizaines, souvent même des dizaines de ministres qui laissent chacun leur brique, même si c'est une seule. C'est sur cette brique-là que le nouveau ministre vient construire. Je suis donc content que Madame le ministre ait pensé au Conseil des anciens, les invités à cette rencontre. Je crois qu'ils participeront, si nécessaire, au débat pour vous orienter, pour qu'on ne commette pas les mêmes fautes. Parce que souvent, on a l'impression de découvrir l'Amérique, alors que c'est un problème auquel votre collègue a été confronté peut-être 5-10 ans plus tôt. Il n'est plus là, il peut vous aider à surmonter cette difficulté rapidement. Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur des routes, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations économiques et financières internationales ici représentées, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux organismes personnalisés du ministère des Transports et des Infrastructures, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur des infrastructures qui ont un grand rôle dans la stabilité de notre pays, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, avant d'aller plus loin, solliciter votre indulgence parce que ma voix ne porte pas comme il faut pour les raisons que vous savez. Il peut s'avérer qu'en cours de route, ma voix soit même interrompue. Je sollicite donc d'avance votre indulgence. Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Hamidou Goïta, et au mien propre, la cordiale bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des États généraux sur l'entretien routier, dont le thème est, je cite, « L'entretien routier, enjeux, défis et perspectives ». Je saisis cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers qui, en répondant à notre invitation, manifestent leur volonté d'accompagner le Mali. Je les assure de la constante disponibilité du gouvernement de la République du Mali à honorer ses engagements dans le cadre des 3 principes édictés par le président de la transition, à savoir 1. Respect de la souveraineté totale du Mali, 2. Respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Que tous les partenaires internationaux et nationaux, tantôt cités,
trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler qu'aux premières heures de notre indépendance, le Mali disposait d'un réseau routier d'une longueur totale de 4000 km², dont 370 de routes bitumées et 3630 km de pistes en mauvais état et difficilement praticables en toute saison. Ce réseau routier embryonnaire en disait long sur l'ampleur des défis que le nouvel État porté sur les fonds baptismaux le 22 septembre 1960 était appelé à relever. À présent, le développement socio-économique du pays dépend fortement des infrastructures de transport en général et du réseau routier en particulier. Le chemin parcouru depuis l'indépendance, parsemé d'embûches, ainsi que les progrès accomplis traduisent l'engagement du gouvernement et des partenaires du secteur pour doter le Mali d'infrastructures de transport et de développement, notamment les 4 plans quinquennaux de développement économique et social de la période 1960-1980. Le plan de transport sur la période 1980-1994. Les 3 lettres de déclaration de politique dans le secteur des transports constituant le cadre de référence des politiques du gouvernement et de l'intervention des partenaires dans le secteur pendant la période 1994-2015. La politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement et son plan d'action elle-même arrimé à l'axe numéro 1 du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, avec pour objectif, je cite, couvrir l'ensemble du territoire d'un réseau d'infrastructures modernes. Ainsi, pour améliorer les performances de l'entretien routier et face à la dégradation continue du réseau routier, permettez que je m'appesantis sur la déclaration de politique générale dans le secteur des transports adoptée par le gouvernement en novembre 1993. La déclaration de politique générale fixe comme objectif spécifique les 3 dimensions suivantes. 1. La préservation du patrimoine routier par une lutte efficace contre le phénomène de la surcharge des véhicules lourds de transport et de marchandises. 2. L'amélioration de la réorganisation complète de l'entretien routier. 3. La mise en place de mécanismes appropriés pour garantir un financement pérenne de l'entretien routier. Les différentes réformes de l'entretien routier ont consisté concrètement à la séparation des rôles de responsabilité des activités de financement de l'entretien routier, du suivi du réseau routier, de la planification des investissements, des programmes et d'exécution des travaux d'entretien routier. La situation évoquée par Madame le ministre des Transports et des Infrastructures interpelle et justifie amplement la tenue des présentes assises en vue d'approfondir la réflexion sur le cadre juridique et institutionnel de l'entretien routier issu des réformes susmentionnées et d'évaluer les performances de la stratégie et du système de gestion mis en place. Il vous appartiendra dès lors, pendant ces 3 jours, mesdames et messieurs, de poser un diagnostic sans complaisance de l'entretien routier, au prix d'une remise en cause des habitudes néfastes constatées et des acquis engrangés, afin de prendre en charge opportunément les préoccupations de nos citoyens qui sont nombreuses et légitimes face à la situation de l'état des routes dans notre pays. Vous n'oubliez pas de garder à l'esprit que tous les acteurs de l'entretien routier, tous les acteurs de l'entretien routier concourent dans un schéma d'équipe et de complémentarité à l'exécution du service public par le biais des contrats administratifs de travaux et des services.
Pour le gouvernement, tous les maillons de la chaîne de l'entretien routier comptent et chacun est responsable de l'ensemble. C'est une chaîne. Vous êtes donc tous conviés à converger vers la satisfaction des besoins d'intérêt général. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, j'insiste sur le rôle de supervision de l'administration, qui est déterminant dans le respect des délais de réalisation des infrastructures routières et la qualité des travaux d'entretien routier exécutés par les entreprises sous le contrôle et la surveillance des bureaux d'études. Les prérogatives de puissance publique qui vous sont attribuées par les textes, incluant le cas échéant le pouvoir de sanction des entreprises et des bureaux de contrôle défaillants. Ces prérogatives accroissent votre responsabilité dans la réalisation du service public auquel participent les autres acteurs de l'entretien routier. Dans cet esprit, j'exhorte les bureaux, les entreprises et les bureaux de contrôle, les partenaires dotés d'un statut de droit privé, qui participent cependant par le biais des marchés et contrats à l'exécution du secteur public d'entretien routier, à faire preuve de loyauté et de professionnalisme. J'engage tous les acteurs cités, individuellement et collectivement, à la synergie d'action pour la performance de l'entretien routier et les invite à prêter une oreille attentive aux préoccupations et récriminations des usagers et des riverains des routes. J'en appelle également à votre capacité de réflexion et d'analyse, vos qualités de jugement et de perspicacité pour répondre aux exigences formulées par les populations bénéficiaires que j'encourage à exercer non seulement leur mission de veille citoyenne, mais aussi de protection des travaux d'entretien routier. Le gouvernement du Mali entend bien la vox populi, les populations du Mali, sur les préoccupations nationales et ne ménagera aucun effort pour améliorer l'état des routes dans notre pays et partant la sécurité des usagers. Dans cette perspective, j'engage le gouvernement à travailler à travers le ministère des Transports et des Infrastructures à mettre en place un dispositif de suivi pour assurer la mise en œuvre des recommandations pertinentes et des propositions concrètes qui seront issues des assises de l'entretien routier, conformément, mesdames et messieurs, à la vision des autorités de la transition, j'allais dire du président de la transition, axé sur ce que j'ai appelé dans un autre discours les 3D, la défense, la diplomatie et le développement. Mesdames et messieurs, vous savez, dans le monde actuel, dans tous les pays, vous avez deux acteurs majeurs. Vous avez la direction politique du pays et les militaires qui travaillent sous ses ordres. Ils font tout pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait la cohérence entre les discours des politiques et l'action des militaires. Lorsqu'il n'est pas ainsi, le pays ne peut pas résoudre ses problèmes. Au Mali, nous nous sommes trouvés dans une situation, j'expliquais souvent aux gens en parabole, on dit que l'armée de l'air est tombée par terre et l'armée de terre a foutu le camp à l'air. Donc il n'y a plus d'armée. Donc le discours du politique ne pèse rien du tout. Je l'ai toujours dit, un discours politique qui n'est pas adossé à une armée forte, c'est une feuille volante. L'autre image que je donne aux uns et aux autres pour les sensibiliser, c'est que le Mali s'est trouvé comme un mur qui risque de tomber. Tout le monde a baissé les bras.
compte sur l'extérieur, les militaires sont venus tenir par les mains le mur pour qu'il ne tombe pas. Donc le Mali. Ils avaient le choix, il y avait des gens derrière eux qui se moquaient, qui tirent son pantalon par le bas. Soit il laisse le mur, il tient son pantalon, ou il tient le mur pour qu'il ne tombe pas, quitte à ce qu'on enlève le pantalon et se moquer de lui. Et les militaires maliens ont décidé de tenir le mur et laisser les autres enlever le pantalon. Ils se sont mis à se moquer de l'armée. Au Mali, il n'y a pas de militaires, ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Au Mali, quand ils tirent, les militaires fuient. On va dans les organisations internationales, devant les parlements ou les sénats d'autres pays, on se moque de l'armée, ils vous applaudissent. Mais les uns et les autres ne comprennent pas. Tout ça, c'est pour travailler notre cerveau et créer chez nous le complexe d'infériorité. Pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes sans les autres. Or, tous ceux qui comptent sur l'extérieur uniquement pour résoudre leurs problèmes, ils ne pourront jamais avancer. Vous savez, dans le cadre de la sécurisation du Nord, il y a eu les événements malheureux de Gao, Bamba, Tombouctou et Bourem. Mais en réalité, tous ceux qui ont parlé, vous avez écouté les messages. Tantôt, c'est le représentant de la CEMA qui fait un message. Tantôt, c'est le GINIM, le GICM. Tantôt, c'est ce qu'ils appellent le CSP. On se demande qui est au centre. En vérité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Le Mali est en lutte contre les groupes terroristes et leurs sponsors qui sont déterminés à nous faire regretter pourquoi nous avons demandé le départ de l'aménagement et que nous ne prendrons pas les bases maliennes. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour nous manipuler. Ces bases, nous allons les prendre. Le tournant de Ber n'a pas été digéré par les groupes terroristes et leurs sponsors étrangers. Ils ont commencé avec les soutiens locaux à intoxiquer l'opinion, à paniquer les uns et les autres. Parce que nous sommes un pays où les gens ne sont pas habitués à la guerre. Il faut que les Maliens s'organisent et s'habituent désormais à défendre leur pays. Et vous entendez les gens, à Tombouctou, les villages, les camions s'embourbaient, mais maintenant c'est un camion s'embourbe, on dit que c'est parce que l'armée n'est pas là. Il y avait les engins explosifs improvisés, maintenant quand ils sortent, on dit que parce que l'armée n'est pas là. J'avais dit aux uns aux autres qu'aujourd'hui, tout convoi de camions qui veut être sécurisé pour rentrer à Tombouctou peut le faire avec l'armée. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en guerre. Donc les choses ne peuvent pas être faciles comme avant. Il faut intégrer cette donne-là. Et cette guerre, elle est non seulement physique, mais elle est communicationnelle. Il s'agit d'amener les gens à la fragilité intellectuelle, morale, pour pouvoir les dominer. Pendant qu'on réglait cette question, ceux qui n'ont pas digéré la perte de Ber, ils ont fait ce que vous savez, à Tombouctou, à Goundam. Dès que les gens ont pris le camp, certains se sont mis à faire des tweets pour dire qu'ils ont pris le camp. Quand l'armée a riposté, je vous parlais tout de suite de l'armée de l'air, un vaste pays comme nous, toute personne qui le dépossède de son armée de l'air travaille contre lui. Or, c'est ce qui avait été fait avant. Tout a été fait pour que nous n'ayons pas de vecteurs aériens. Et il s'est trouvé des hommes ici qui détournaient les fonds destinés à acheter des vecteurs aériens pour les mettre là où nous savons. Et nous avons décidé, depuis la rectification, sous la haute conduite du président de la transition, du ministre de la Défense, avec l'accompagnement du CNT, à restaurer l'outil de défense du Mali, à restaurer notre armée de l'air
Et c'est elle qui a fait la différence hier. Je ne reviens pas sur les commentaires. Et les messieurs se précipitent et disent, oui, nous avons occupé, ce n'est pas pour rester. Mais ça, c'est la razzia. Donc vous venez, vous tuez les personnes, vous brûlez tout, vous retournez. Qui peut nous dire que c'est pour construire le Mali? Non. C'est pour nous intimider. Nous ne serons pas intimidés. Parce que nous avons le sens de l'histoire. Parce que les gens jouent sur le fait que les Africains oublient. On n'invente rien. Tout ce qui se fait maintenant se faisait avant. Vous savez, quand on faisait la conférence de Berlin, le 15 septembre 1884, au 16 janvier 1985, parmi les grandes résolutions pour tromper les gens, on a dit que c'est pour régulariser la circulation sur les fleuves Niger et Congo. En réalité, c'était pour venir détruire tout ce que les Africains avaient pour qu'ils aient les leurs. Mais c'est ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui. Seulement, ils utilisent les groupes terroristes au lieu que ce soit eux qui le font. Mais j'ai beaucoup apprécié la réaction des populations de Gao. Et je voulais dire à l'imam qu'on appelle de la mosquée du Koweït, je voulais lui dire Djanjo Ambamana. Parce que pendant qu'il y avait les explosions dans le camp de Gao, il prêchait dans sa mosquée. Il remontait le moral des populations de Gao qui ne vont jamais faillir. Et il disait aux terroristes que 2023 n'est pas 2012 et qu'ils les trouveront des pieds fermes à Gao. Donc, au lieu de démoraliser les populations, elles se sont réorganisées. Et je voudrais lancer un appel à ces populations d'être soudées. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le Mali. Le peuple malien n'oubliera jamais, jamais, je dis bien, tous ceux qui donnent leur vie. Un jour viendra dans ce pays-là, je l'ai dit tantôt, où les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ceux qui sont morts iront dans une place dédiée pour dire qu'ils sont fiers que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père a donné un jour sa vie, a été tué innocemment pour que lui aujourd'hui soit libre. Nous sommes en train de travailler pour l'histoire et l'avenir. Il faut que les Maliens le comprennent et que nos frères de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Tessalit, de Menaka, tous ceux qui sont au nord le comprennent. Le Mali a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est l'unité nationale, c'est l'intégrité du pays, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et la forme républicaine et laïque de l'État. En dehors de ces principes, tout le reste peut se négocier entre Maliens. Donc tous les Maliens qui ont des armes, je les appelle à déposer les armes, venez négocier avec vos frères. Tout ce qui nous pousse à nous tuer les uns les autres, c'est pour leur agenda personnel. L'autre chose que je voudrais dire aux Maliens, ne tombez jamais dans la provocation. Vous savez, la colère est toujours une mauvaise conseillère. Ne tombez pas dans les erreurs du passé. Ne vous en prenez à personne de nos frères arabes de Touareg. Ils sont maliens à part entière. Un Bamana est chez lui à Kidal. Un Touareg est chez lui à Bamako et à Kaï. Tous les Touaregs, tous les Arabes ne sont pas terroristes. Tous les terroristes ne sont pas Arabes ni Touaregs. J'ai dit la même chose concernant les Peuls. Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Parce qu'ils profitent du fait qu'on ne connaît pas l'histoire. Vous savez, le 13 septembre 1898, j'ai la lettre du gouverneur. L'instruction a été donnée de détruire tous les Maliens à peau blanche, les Soudanais, les Touaregs et les Arabes. Empoisonner les puits, les champs, les tuer. Et un officier disait qu'un jour l'aviation viendra
ils pourront les éliminer tous. Ce jour-là, ces moments-là, qui les cachait, c'était les Songwe. Ils mélangeaient les animaux des Touaregs à leurs animaux. Ils les cachaient dans leurs moustiquaires. Moi, j'ai des grands-parents qui sont morts en Guinée, d'autres à Gorée. Ils ont prié leurs 15 ans. C'est au retour, on les a enterrés ici à Bamako. D'autres sont rentrés. Quelle était leur faute? Ils cachaient leurs frères. Quand ces mêmes messieurs, moi j'ai ces lettres-là, quand ces mêmes messieurs viennent dire aujourd'hui à des jeunes 100 ans après qu'ils viennent, ils sont leurs amis, ils ne sont l'ami de personne. Ils sont l'ami de leurs intérêts. Il ne faut donc pas tomber dans la provocation. Je dis donc aux populations de Gao, de Tombouctou, du Mali. Le Mali, c'est pour les Touaregs, c'est pour les Bamana, c'est pour les Soraïs, c'est pour les Arabes. Ne tombez pas dans la provocation. Dès qu'une personne va être blessée, vous allez entendre, on va l'amplifier pour dire qu'on a éliminé tous ceux qui sont blancs chez nous. Parce qu'on veut une guerre ethnique. Vous savez, la religion et l'ethnie, quand on les touche, l'homme perd la raison. Quand on vous dit qu'on a tué votre frère à cause de sa religion ou son ethnie, vous avez tendance à vous venger. J'en appelle donc aux Maliens à ne pas tomber dans leur provocation. Les discours changent. Les acteurs changent. C'est ça, c'est ma, Jinim, ça ne change rien. La réalité, c'est les groupes terroristes. Et nous allons les combattre. Parce qu'il ne sert à rien de reculer. Et ceux d'entre eux qui sont des Maliens, qui veulent la paix, ils viennent, on négocie. Je viens de vous dire ce qui n'est pas négociable au Mali. Le reste, que les gens soient endoctrinés, embobinés, manipulés, tout le monde tombe dans ce piège. Parce que souvent, les gens n'ont pas le sens de l'histoire. Je viens de vous en donner un exemple. Il y en a à floraison. Comment on a essayé de nous diviser par le passé. Même s'ils arrivent à créer un État au nord, ils vont aller diviser les Touaregs et les Arabes entre eux. Qui est bien, qui a le grand-père qui était leur arrière, il n'y aura jamais la paix. Parce que pendant qu'il y a la guerre, et ils vont faire les exploitations. C'est ce qui se fait dans certains pays. Il y a un pays où on a demandé le départ de l'ONU depuis 2018, mais ils sont là-bas. C'est quand le Mali a demandé le départ récemment, ils ont fait une lettre pour dire qu'ils n'ont qu'à quitter avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre, là, c'est devenu une date en Afrique maintenant. Parce que le Mali l'a dit et on va le faire. Et pour le faire, on ne peut pas le faire sans notre armée. Et je voudrais rappeler qu'au Mali, le temps où les militaires et les civils parlaient les langages différents est terminé. Avant, je vous disais, les militaires tenaient le mur, Mali pour qu'il ne tombe pas, et il y a d'autres qui enlevaient le pantalon par derrière pour se moquer de lui. Ce temps est révolu. C'est terminé. Pendant ce temps, les autres tiennent un discours politique pour tromper les gens et leurs militaires font autre chose. Mais ils sont en combinaison. Vous savez, le commandant en chef de Barkhane, qu'est-ce qu'il a dit en novembre 2018? Il a fait un point de presse à la maison de la presse. Il dit qu'ils savent que certains des groupes qui sont avec le Mali, ils sont la nuit avec les terroristes et les jours ils sont avec le Mali. C'est lui qui le dit, le commandant en chef de Barkhane. C'est lui qui était là pour organiser la division du Mali. Il écrit ses mémoires maintenant. Comment ils ont divisé le Mali, comment ils ont manipulé les Maliens pour les diviser. Moi j'ai lu ses mémoires récemment. Ils ne vont tromper personne. Parce qu'eux, ils tiennent un discours, leurs militaires font autre chose, la nuit ils se voient pour coordonner. Qu'est-ce qui nous a été dit? Moi je vais leur répondre au tic au tac, je l'ai dit très bien. Nos militaires ne parlent pas, ils font leur travail. Mais on sait ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de contradiction entre nos militaires et les civils, comme ils ont l'habitude de le faire. On débourse l'argent pour acheter des avions pour les militaires. Ils s'entendent avec des civils qui prennent l'argent, ils vont déposer ça dans les banques chez eux. Ils construisent des maisons dans les pays de la sous-région. Et l'armée est en train toujours de tenir les murs. Et c'est ce même monsieur qui tire le pantalon, il se moque du militaire.
Ce temps-là est révolu. Maintenant, on va parler le même langage. Quand on a mené Serval, pourquoi je vous le dis? Parce que la semaine passée, la ministre française, la première ministre, elle a été tenir un discours à l'école militaire stratégique pour expliquer que c'est à cause de leur départ qu'il y a ce qui s'est fait au Mali, entre autres. Comme s'il y a eu l'attaque du bateau parce qu'ils sont partis. Vous voyez comment on manipule les idées? Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des sponsors des terroristes. C'est une façon de les sponsoriser intellectuellement. Mais les militaires qui meurent ici, les militaires de leur pays, moi je suis toutes les cérémonies d'enterrement. Il n'a jamais été dit là-bas, dans les discours officiels, qu'ils sont morts pour le Mali. On dit toujours ils sont morts pour la France. C'est ce qu'ils ont tous. Allez-y visionner toutes les cérémonies d'enterrement aux Invalides. Personne n'entend là-bas parler du Mali. Mais sur les radios et les gens pour les manipuler, on nous dit que c'est pour le Mali. Ce n'est pas vrai. Ils viennent défendre leurs intérêts. Pour nous manipuler, quand Barkhane est venu au Serval, Hollande dit, et ce que je dis là c'est authentique, il dit qu'ils sont venus pour détruire le terrorisme. Qu'ils sont venus pour aider à faire l'intégrité territoriale du Mali. Qui sont revenus pour appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, la première ministre va et dit que c'est parce qu'ils sont partis qu'il y a ces attentes. Est-ce que vous avez entendu ces pays qui disent qu'ils sont amis du Mali, ces organisations internationales qui parlent des droits de l'homme, est-ce que vous les avez entendus après Tombouctou, Gao, Goundam, est-ce que vous les avez entendus faire un communiqué? Mais ils sont pressés de venir dire que l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. Mais où sont les organisations de droits de l'homme qui nous accusent? Où est-ce qu'elles sont? Il faut qu'on comprenne. Personne ne viendra faire notre pays à notre place. C'est ce que je voudrais vraiment rappeler aux Maliens. Il ne faut jamais céder à cette manipulation. Et aussi longtemps que les dirigeants vont essayer de manipuler nos Maliens par le passé, on ne l'acceptera pas. Nous allons leur répondre du tic au tac. Je dis donc à cette première ministre-là qu'elle économise ses phrases en ce qui concerne le Mali. Nous ne sommes pas concernés. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Nous parlons le même langage avec nos militaires. Nous ne sommes pas de ces gens-là. L'équipe qui dirige, quand je dis nous, la haute hiérarchie militaire, les politiques, le président et son gouvernement, le Conseil national de transition, ce n'est pas ceux-là qui tirent le pantalon pendant que l'armée tient le mur. Ils vont serrer son pantalon et l'aider à tenir le mur. C'est ça le rôle aujourd'hui. Il faut que Madame la Première ministre le comprenne et le dise à son président, qui dit que sans eux, le Mali n'aurait pas existé. Sans les Noirs, la France n'aurait pas existé. Je l'ai dit, en 1944, la capitale de la France libre, ce n'est pas Paris, c'était Brazzaville. 1944. Il faut que cette histoire-là, les Africains la connaissent. Ils essaient de nous manipuler pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, au Mali, ça n'aura pas lieu. Nous avons tout compris. Les Maliens du Nord, du Sud, les Blancs, les Noirs, les Métis, tout le monde a tout compris maintenant. Donc, ils nous laissent en paix. Et nous allons combattre les terroristes. Et l'aménagement, nous avons dit, va partir le 31 décembre. Parce que leur problème, c'est de nous créer le désordre dans notre pays pour qu'on renonce à cela. Parce qu'il avait été dit qu'on va le regretter. Les Maliens ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de prix pour la restauration de la dignité et la souveraineté du peuple malien. Il y a un coût à payer. Ce coût est humain, ce coût est financier et matériel. Nous allons le payer pour que les enfants, les arrière-petits-enfants soient fiers d'eux qu'on les respecte. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui n'a pas fait ces sacrifices-là à un moment donné de son histoire. Ils veulent amener les Africains toujours à refuser de payer les sacrifices nécessaires. Nous allons les payer et recouvrir notre autonomie grâce à une direction
éclairée à des soldats braves et une direction politique qui sait là où est-ce qu'elle va. Ils ne vont plus créer l'amalgame chez nous. C'est pour cela que les derniers déploiements militaires pour nous intimider dans 3 pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ces déploiements militaires à 4 objectifs, mais les Africains ne voient qu'un, c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif en fait c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel part une guerre contre un pays de la CEDEAO, il ne peut plus y avoir de CEDEAO encore. Donc le premier objectif c'est la dislocation de la CEDEAO. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité. C'est leur dire, il faut faire attention, on est là, c'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvé, parce qu'il y en a eu au Mali, au Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là, si vous faites un coup d'État, nous on va intervenir. On est là, on est venu pour ça, pour intimider la hiérarchie militaire. Et le quatrième objectif, c'est intimider les peuples. Les peuples vont dire, ah, il y a des grosses bases étrangères à côté de notre pays, il vaut mieux arrêter les manifestations. Donc on intimide celui qui est au pouvoir, on intimide les peuples, on intimide les militaires et on casse la CEDEAO. C'est ça leur objectif. Mais ils ne vont pas nous tromper. En tout cas, au Mali, celui qui veut venir chez nous là, nous l'attendons de pied ferme. Mais il faut que les Africains fassent une lecture holistique. Tout ce que ces gens-là font, ce n'est jamais ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est le côté embargo de la CEDEAO, attaque de la CEDEAO qu'on voit. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont d'autres objectifs. Il faut que, comme je l'ai dit aux Nigériens, qu'ils fassent preuve de patience. Quand le peuple ne veut pas qu'une armée étrangère reste dans son pays, elle ne restera pas. Ils finiront par partir. Quand vous voyez les pays occidentaux s'accrocher à un individu, c'est qu'il est en mission. Même les terroristes, pour les libérer, nous faisons la différence. Il y en a auxquels ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Ça, c'est les agents de services spéciaux. Il y a les autres terroristes, les autres personnes enlevées, on négocie pour les enlever dans 2-3 mois après. Mais quand c'est un agent en mission spéciale, il n'est pas traité comme les autres. Un président qui est dans une chambre, il n'a pas de téléphone, il a son peuple dehors, vous dites que c'est avec lui que vous parlez. Et qu'il est le seul qui peut avoir une légitimité. Que vous ne pouvez pas parler avec des pouvoirs non légitimes. Mais qui détermine la légitimité? C'est le peuple. Ce n'est pas un discours transmis par les ondes radio qui détermine la légitimité d'un président. Ou venir essayer de bosser les gens en disant qu'il appartient à une minorité ethnique. C'est pourquoi on l'a renversé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, pour casser la Libye, il y a quelqu'un qui a écrit, moi j'ai lu son livre, il dit qu'ils ont envoyé des gens pour chercher des gens prêts à trahir leur nation. Quand ils ont trouvé les traîtres, ils ont commencé à travailler avec eux. C'est comme ça qu'ils ont organisé la chute de la Libye. Et dans notre histoire, tous les grands empires ont chuté quand il y a eu un traître dans la cour. Le dernier qui est tombé le 13 septembre 1591, l'Empire Songhai, c'est parce qu'il y avait un traître dans la cour. Sinon, ce n'était pas un problème de Touareg d'Arabes. Au contraire, il y avait un contingent qui allait jusqu'au Maroc, c'était des Arabes, c'était des Touaregs. Mais quand il y a eu un traître dans la cour, il a organisé la chute. Donc on cherche des dirigeants traîtres, des hommes politiques traîtres, des gens qui trompent leur pays, ils tiennent un discours, ils font autre chose. Ils sabotent leur armée, ils démoralisent les militaires. Et personne ne peut devenir militaire. Moi j'étais au Président aujourd'hui, je leur ai dit que bientôt il y aura un surplus, un surcroît de candidats là-bas. Parce que tous les jeunes veulent être militaires, maintenant ils sont fiers de leur armée. Mais hier, c'est les hommes politiques qui sabotaient l'armée. Nous avons dépassé cela. Et enfin, je voudrais
du fond du cœur remercier vraiment la Fédération de Russie. À l'heure actuelle, c'est notre allié stratégique dans les circonstances difficiles. Souvent, même les Africains ne nous soutiennent pas. La Russie nous soutient. Nous avons levé l'embargo, le soutien. La Russie nous a fait un soutien multiforme. Le soutien à la levée du régime des sanctions récemment. C'est le veto de la Russie qui a permis de le lever. Et il y a beaucoup de Maliens, dont des Touaregs, des Arabes, qui avaient refusé de faire le jeu de certains pays. On a tout fait pour les inscrire sur ce régime de sanctions. Ce régime-là a foutu le camp à l'air maintenant. Et ces citoyens doivent cela à l'État malien. Le président de la transition a parlé en personne avec le président Poutine. Personne ne va nous sanctionner ici. Pourtant, ils n'ont pas dit que c'est des hommes de couleur. Les gens qu'ils ont sanctionnés au Mali, il y en a, ce sont des Arabes, d'autres, c'est des Touaregs. Ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire leur jeu. S'ils avaient fait leur jeu, là, ils n'allaient pas les mettre sur cette liste-là. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, nous allons perdre des batailles encore, parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme. Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelques-uns n'en ont pas, ceux qui en ont vont le leur donner et ils vont se lever comme un seul homme. Et personne ne va nous tromper. Je demande donc aux populations du Nord beaucoup de résilience, beaucoup de compréhension. Tout discours qui tend à diviser les Maliens fait le jeu des terroristes. Il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement physique, elle est communicationnelle. C'est une guerre d'intelligence, mais aussi de courage. Dans l'histoire, aussi longtemps que vous remontez, les peuples qui gagnent les guerres, c'est les peuples qui se battent pour leurs droits et qui n'ont jamais cédé. Ceux qui refusent de céder et qui ont raison, ceux qui vont gagner. C'est pourquoi le peuple malien ne cédera pas, l'armée ne cédera pas, les politiques ne céderont pas et le peuple va gagner cette guerre-là. Vraiment, je vous remercie, c'est ce que je voulais dire avant de continuer. Et donc, pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers. Le gouvernement du Mali vous invite à vous faire l'écho dans vos pays et institutions respectifs de l'engagement de l'État du Mali pour la coopération internationale, respectueuse de la souveraineté du Mali, de l'indépendance, de la justice, de la solidarité, de la paix et de la prospérité de notre nation et des autres nations. C'est sur cette note d'optimisme que je déclare ouvert les travaux des États généraux sur l'entretien routier. Et félicitations à Madame le ministre. J'ai plus de 5 cérémonies dans la journée d'aujourd'hui, mais j'ai dit qu'on ne peut pas la laisser seule. Parce qu'après l'accident du bateau, elle était malheureuse. Elle se sentait elle-même coupable parce qu'elle a perdu ses hommes. Je lui dis que ces hommes ne sont pas perdus pour elle. Ils sont perdus pour le Mali. Inch'Allah, on parlera d'eux un jour. Ne perdons pas la mémoire, ne faisons pas comme ailleurs. Là-bas, un soldat meurt, on nous dit son nom. Ici, 1000 meurent, on ouvre une fosse commune, on les enterre, on oublie. On n'oubliera personne. Et nous allons être à vos côtés. Je voudrais dire à tous les agents de transport du courage. Faites en sorte qu'on commence à résoudre nos problèmes définitivement. Ne comptons plus sur quelqu'un pour venir les résoudre. C'est ce que je tenais à venir lui dire, à vous dire, avant d'aller à une autre cérémonie, parce que comme j'en ai beaucoup aujourd'hui.
Mais le soutien moral aujourd'hui, plus qu'hier, les Maliens en ont besoin. Parce qu'ils ont besoin en bloc d'être derrière l'armée. Les militaires ont besoin du soutien des Maliens. J'ai vu l'autre jour une conférence des femmes qui disent qu'elles vont soutenir l'armée, que toutes les femmes maliennes se lèvent, tous les enfants, que nous laissons les contradictions politiques. Vous savez, en France, l'autre jour, le président a réuni toute la classe politique. Ils se sont entendus sur une chose. Vous savez, la politique extérieure. C'est quoi? C'est concernant le Mali et les autres pays, de ne plus critiquer le président, de les laisser. Maintenant, les différences là, ils attendent les élections ou sur les problèmes internes. Pourquoi chez nous, les gens ne sont pas capables de faire ça? Parce que certains, quand ils ne sont pas contents d'un pouvoir, ils sont prêts à pactiser avec l'ennemi pour faire tomber ce pouvoir. On n'a jamais le bonheur quand on fait ça. On se met à la merci des autres. Donc j'invite mes compatriotes dont j'ai lu les déclarations dans la presse, et globalement, les déclarations sont positives, à comprendre qu'aujourd'hui, ce qui se joue, ce n'est pas pour ce gouvernement, ce n'est pas pour Assimi Goïta, ce n'est pas pour Malick Diaw, encore moins pour le Premier ministre. C'est le destin du Mali qui se joue. Et ça, nous allons le jouer pleinement et le gagner, comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup.